Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'aimerais que vous accueilliez comme il se doit, et je sais qu'ici on sait le faire au réseau Entreprendre Franche-Comté, notre invité, Monsieur Denis Père. Prenez un micro. Voilà, bienvenue, bonsoir monsieur. C'est vrai que j'ai lu votre bio et puis c'est vrai que c'était marqué Bio Express. Je me suis dit, waouh, tout ce qu'il a déjà fait ce monsieur. Quel réel plaisir de vous recevoir. Juste pour ce moment d'introduction, est-ce que vous êtes ce soir invité en tant que chef d'entreprise, parrain de la promotion 2014, vice-président d'un parti politique dont on parle de plus en plus, nous citoyens, ou autre? Bienvenue. Un peu tout ça, en tant que provincial aussi, entrepreneur provincial. Il se passe en province, moi j'habite Paris maintenant depuis longtemps, mais je suis né à Lyon, pas très loin d'ici, et je trouve qu'il se passe en province tellement de choses dont on ne parle pas suffisamment à Paris. Le dynamisme entrepreneurial qui est en Franche-Comté est très très impressionnant, et on en a vu un bel exemple ce soir. Donc je suis aussi là en tant que provincial qui défend la province à Paris. Vous êtes né à Lyon il y a une petite cinquantaine d'années et avant de rentrer dans le vif du sujet d'entrepreneur, de vie d'entrepreneuriale, quel souvenir vous gardez de cette ville et de votre enfance et de la famille autour? Un petit mot comme ça. Oui, mais Lyon, c'est une ville qui m'a beaucoup inspiré. C'est une ville où il y a aussi une tradition entrepreneuriale, industrielle. Moi, j'avais un grand-père, un arrière-grand-père qui était entrepreneur dans la soierie, comme souvent à Lyon. Un arrière-grand-père qui était même parti à la conquête du Canada à la fin du 19e siècle, qui était connu pour ça à Lyon. Il avait monté un train d'échantillons de soierie. Il avait traversé tout le Canada avec ça. Il était représenté par des caricaturistes. Et son image était accrochée au mur à la maison. Et donc, tout petit, on me disait déjà, tu vois, l'arrière-grand-père, c'est bien ce qu'il a fait. Et j'avais envie d'essayer de faire un petit peu la même chose, de partir à la conquête du monde avec mes idées, ce que j'ai fait quelques années plus tard. Et puis, j'avais un voisin aussi qui était le petit-fils de Louis Lumière, et qui un jour m'a raconté l'histoire de son grand-père et m'a donné un petit bout de pellicule du premier film qui avait jamais été réalisé au monde. À Collonges au Mont-d'Or, on voyait deux gamins qui babillaient dans une chaise haute. Et en gros, le message, c'était pourquoi pas toi aussi, un jour, avec tes idées, essayer d'innover, essayer de conquérir le monde aussi. Donc c'est vrai que tout jeune, j'ai eu la chance de baigner dans un berceau qui encourageait l'esprit d'entreprise, l'innovation, la conquête des marchés, et des marchés même très largement au-delà des frontières, quoi. Vous faites vos études dont vous êtes diplômé de l'ESSEC et là vous créez déjà une association? C'est déjà dans cette idée-là? Oui, j'ai créé toujours créer des choses. plusieurs associations, mais j'en ai créé une surtout et qui était une junior entreprise commune avec les ingénieurs de Supélec en fait, et qui a eu un succès assez rapide où nous en tant qu'ESSEC, on avait beaucoup de mal à vendre nos services à des sociétés comme EDF ou comme Thomson ou Batra à l'époque. Et les ingénieurs de Supélec, eux, étaient beaucoup plus crédibles. Et donc, en se mettant ensemble, on vendait les compétences communes et ça a très bien marché. Et la junior entreprise commune avait été inaugurée à l'époque déjà par un politique de premier plan qui était Laurent Fabius, qui était à l'époque le Premier ministre du Plus pays. jeune. Beaucoup plus jeune. 36 ans. Et puis, les coprésidents d'accord étaient là aussi. Enfin, on avait eu un très beau parrainage. Oui. Alors là, vous êtes embauché dans des entreprises, vous êtes dirigeant, vous êtes cadre dirigeant, vous allez passer de Forum International à Oracle France. C'est des postes, vous avez des congés payés. Pourquoi vous n'êtes pas resté pourquoi vous n'êtes pas resté embauché dans ces entreprises? Non, je ne suis pas resté parce que j'avais le rêve de devenir entrepreneur. En fait, je suis rentré dans des sociétés d'informatique sans être un passionné d'informatique, mais simplement en me disant que j'allais probablement trouver l'opportunité de créer un jour mon entreprise. Et donc, dès que l'opportunité est venue, elle est venue assez vite en fait, après simplement 2 ans et demi passés chez Oracle, j'y suis allé effectivement, j'ai démissionné. Alors j'avais pas de charge de famille à l'époque, j'étais pas marié, mais bon c'est vrai que c'était dans un contexte économique qui n'était pas évident déjà à l'époque, et donc j'ai tout quitté et j'ai tout plaqué pour démarrer dans un petit bureau qui sentait pas très bon à Courbevoie de 10 mètres carrés avec un collègue d'Oracle effectivement en 1990. Oui. Voilà, c'est ça, je vais préciser, en 1990. Et là, vous décidez de créer Business Object, éditeur de logiciels. C'était quoi les logiciels à l'époque? C'était issu d'un
problème que j'avais, hein, et comme le disait très bien un de vos intervenants tout à l'heure, un problème, ça peut être en fait une opportunité. J'avais comme très gros client EDF, et je leur avais vendu un logiciel qui marchait pas, qui était censé permettre à des non-informaticiens de faire des requêtes très simples sur les bases de données Oracle. Le langage des bases Oracle, c'est le langage SQL, c'est un langage très compliqué, et Oracle avait conçu un produit qui s'appelait Easy SQL, mais qui était tout sauf easy, et les gens d'EDF étaient furieux, et en l'occurrence j'avais affaire à la direction des études et recherches d'EDF à Clamart, qui est une entité très prestigieuse au sein d'EDF, et qui était très furieuse que je leur ai vendu ce logiciel qui ne marchait pas. Donc j'avais un vrai problème, une contre-référence, et plutôt que de faire un avenant, de dire écoutez désolé on va vous rembourser votre logiciel, j'ai cherché une solution au problème. Et je l'ai trouvé en fait assez rapidement sous la forme d'un développeur indépendant qui était venu trouver Oracle en leur disant voilà, je crois qu'il y a un problème chez un certain nombre de vos clients. Lui, il avait identifié chez France Télécom. Permettre à des non-informaticiens d'accéder aux bases de données, c'est un vrai sujet. Est-ce que ça vous intéresse, Oracle, d'éditer ce logiciel? Et Oracle France a dit non, écoutez, ça va pas, nous on édite les logiciels qui viennent de Californie, la maison mère, hors de question d'éditer le logiciel d'un monsieur qui travaille dans son studio du Marais. Merci, au revoir. Et j'ai entendu parler de ce monsieur, je l'ai présenté à EDF. EDF m'a dit écoutez, c'est exactement ça qu'il nous faut. Et donc j'ai décidé à partir de là de créer mon entreprise autour de ce logiciel. Alors, c'est surprenant parce qu'on est en 1990. Je voudrais juste préciser, mais chacun le sait, mais je vais quand même le préciser, que le Nasdaq, c'est le deuxième plus important marché d'actions des États-Unis en volume traité, derrière le New York Stock Exchange. Et c'est aussi le plus grand marché électronique d'actions du monde. Bon, ça, c'est juste pour préciser. Et 4 ans plus tard, la société Business Object, dont vous êtes le président à l'époque, hein, est cotée au Nasdaq. Moi, je me dis, mais comment est-ce qu'on le vit? Parce que vous êtes à côté de Steve Jobs, vous êtes à côté d'autres grands du monde de l'informatique. The Frenchman in New York. Oui. Oui, ça a été un conte de fées. Alors, je ne l'ai pas réussi tout seul. J'avais un associé aussi, qui était un collègue d'Oracle, qui était lui un ingénieur, un centralien, Bernard Liotto. On a démarré à deux. On a pris le risque ensemble. On s'est retrouvé encore une fois dans ce petit bureau de 10 mètres carrés, en mettant chacun 10 000 euros de nos économies. Et on s'est lancé effectivement dans un pari qui était fou parce que aucun éditeur de logiciels français, ni même européen, n'avait réussi à s'imposer aux États-Unis jusque-là. Et c'était pourtant essentiel parce que le métier d'éditeur logiciel, c'était, et c'est toujours d'ailleurs un métier très largement américain, et donc on ne pouvait pas juste faire une réussite française, on n'aurait pas survécu, un Américain serait arrivé un jour et nous aurait balayé comme ils avaient balayé tous les autres avant. Donc il était très important très vite d'aller là-bas et de réussir aussi là-bas et de préempter la compétition américaine qui commençait à exister. D'ailleurs, on avait été les premiers au monde quelque part à avoir ce besoin, mais il y avait des Américains qui commençaient à tourner autour du sujet aussi. Et donc on est allé là-bas très vite en levant de l'argent auprès d'investisseurs. On a trouvé des investisseurs qui ont bien voulu nous faire confiance. Alors la plupart refusaient en disant écoutez, pourquoi est-ce que vous allez y arriver alors que tout le monde n'y est pas arrivé? Puis quand vous dites n'arrive pas à pénétrer le marché américain, n'arrive pas à traverser l'Atlantique et à pénétrer le marché américain. Et il y en a quand même 2 qui nous ont suivis, qui se sont dit après tout, si jamais ils y arrivaient, on aurait vraiment tort de refuser de prendre le risque. Et effectivement, la société s'est développée extrêmement rapidement. Elle a vendu ses logiciels très vite en France déjà, bien sûr, à EDF, à France Télécom, à Peugeot, à Renault, etc. Et puis on s'est implanté rapidement, 1 an après, en Angleterre et aux États-Unis. 1 an après aussi la création. Aux États-Unis, on s'est implanté dans 4 villes. Il a fallu très vite avoir une couverture nationale. On s'est implanté à New York, à Chicago, à Dallas et à San Francisco. Et la mayonnaise a pris très très vite. Alors il se trouve que Bernard et moi connaissions les États-Unis, on y avait fait notre coopération au VSNE à l'époque, donc on connaissait assez bien, on mettait les pieds dans un territoire qu'on connaissait quand même. Et effectivement, le chiffre d'affaires a doublé tous les ans, pendant 7 ans, d'ailleurs pas pendant 4 ans, les effectifs aussi, et ça a été effectivement une très belle histoire, et on a réussi à rentrer au Nasdaq 4 ans et demi effectivement après la création, en septembre 1994. Et ça a été une première, à la fois parce qu'on était la première société française indépendante à rentrer, le premier éditeur de logiciel européen, mais surtout, la raison pour laquelle les Américains en ont pas mal parlé, c'est qu'on a fait l'introduction la plus réussie cette année-là au Nasdaq, en fait. Alors, c'était pas encore l'époque des Facebook et des Google, c'était pas des valorisations en milliards, mais c'était une société qui avait 4 ans et demi d'existence et qui valait quand même déjà 230 millions de dollars le jour de l'introduction. C'était la capitalisation boursière la plus élevée de toutes les sociétés cotées cette année-là au Nasdaq. Donc, je rappelle qu'on est en 94. On est en 94, oui, donc c'est des dollars 230 millions de dollars 94. Et donc c'est vrai que ça nous a valu une belle reconnaissance ici, mais là-bas aussi, où les Américains ont été très fair-play. Et 2 ans après, en 96, le magazine Business Week, effectivement, nous a nommé entrepreneur de l'année aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg. Donc c'était plutôt sympa parce que quand on était parti 5 ans avant dans un petit bureau qui sentait pas bon à Courbevoie, c'était, on y
n'y croyait pas, quoi. C'était un conte de fées. Oui. Alors pour différentes raisons et des raisons d'ordre familial, hein, vous avez aussi des enfants, parce que vous n'allez pas partir et courir le monde constamment, vous changez de direction. Et cette fois-ci, quelques années plus tard, on vous retrouve avec cette notion de quelque chose qu'on retrouve là maintenant. Hein, que vous avez créé Croissance Plus, en tant que cette fois-ci vous êtes Business Angel. Ouais. Je ne veux pas aller trop loin sur l'idée de Croissance Plus, parce que le temps tourne, mais moi la question que je vous pose, c'est est-ce que les jeunes entrepreneurs ont changé en 2015 ? Est-ce qu'il y avait la même chose à l'époque ? Oui, non, ils n'ont pas changé. Je crois qu'il y a plus d'entrepreneurs et le contexte est sûrement un peu plus favorable. On a même des dirigeants politiques aujourd'hui qui disent que voilà, c'est bien d'entreprendre. Ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Et je crois que c'est une bonne chose. Effectivement, j'ai créé Croissance Plus pour essayer que l'environnement des entreprises de croissance en particulier soit plus propice. Et je suis content qu'on ait réussi à avoir des résultats assez vite. À l'époque, d'ailleurs, avec un gouvernement de gauche, hein, on devait résoudre un problème que le droite avait créé. Et c'est la gauche qui l'a résolu. Donc moi, j'ai commencé à relativiser au passage le clivage gauche-droite. Hein. Et ce que je viens d'apprendre, c'est que Macron vient de décider d'élargir le mécanisme qu'on avait fait créer à l'époque, qui était les bons de créateurs d'entreprise, hein, qui permet de faire de tout salarié un associé, hein, au capital de l'entreprise. Et donc ce mécanisme est en train de juste, en ce moment-là, d'être élargi 15 ans plus tard. Donc c'est bien. Croissance Plus, c'est essentiellement français, mais je crois qu'il y a un peu plus européen. Il y a eu des émanations un peu partout en Europe. Enfin, j'ai participé effectivement quelques années après à la création de l'équivalent européen, effectivement à Bruxelles, qui s'appelle Growth Plus, évidemment, traduction littérale. Alors je vais vite, hein, parce qu'on ne s'arrête pas là, parce qu'on pourrait y passer la nuit, parce que je vois tout ce que vous avez fait, je me dis, mais... Et donc, on est en 2001, donc il n'y a pas d'idée très simple, je me dis, bon, mais il pourrait peut-être s'arrêter un peu, mais non. Vous décidez de fonder, pas tout seul évidemment, Kiala, qui est une plateforme logistique pour l'e-commerce. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos jeunes entrepreneurs. Très très vite, vous devenez leader européen avec 7000 points de diffusion. Et puis, en 2012, dernièrement, cette société a été rachetée par UPS. Ça, c'était quoi l'idée de surfer sur la bulle Internet, en tout cas de l'éviter, en tout cas d'être présent quand même? Ah oui, pas la bulle, hein, la réalité en l'occurrence. Enfin, la bulle, c'était 2001, mais 10 ans plus tard, c'était vraiment une réalité. Oui, l'idée, c'était de fournir les pelles et les pioches, hein, à tous ceux qui allaient essayer de creuser cette mine d'or, on l'espère, de l'e-commerce. Ça l'a été pour un certain nombre d'entrepreneurs et d'entreprises. L'idée, effectivement, c'était de leur fournir une solution de livraison dans des relais, dans des commerces de proximité, comme une alternative à la livraison à domicile, qui est très bien quand vous êtes chez vous, mais qui est compliqué quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous êtes un peu actif. Donc c'est un concept qu'on n'avait pas inventé, qui avait été inventé par les VPCistes historiques français, mais qu'on a largement professionnalisé et modernisé en apportant beaucoup de technologies, en innovant beaucoup. On a obtenu des brevets, d'ailleurs, sur un certain nombre d'innovations. On a été nommé fournisseur, par exemple, le plus innovant de l'e-commerce hollandais en 2010. On était plutôt assez fiers parce que les Hollandais sont très bons en e-commerce et très bons en logistique aussi. Donc beaucoup d'innovation, beaucoup de croissance. Effectivement, on est parti avec 100 relais en 2001 et effectivement, 10 ans plus tard, on en avait 7000 de Rotterdam à Malaga, en gros en Espagne. Et puis là, UPS est arrivé, est venu nous voir, la direction d'Atlanta, en nous disant voilà, on vous connaît, nous on ne les connaissait pas de nom, enfin on les connaissait de nom évidemment, mais on ne les connaissait pas plus que ça. On vous connaît, on vous suit depuis quelques années, vous avez complètement réinventé ce métier, vous l'avez professionnalisé, vous avez beaucoup innové, vous êtes ceux qui comprenaient le mieux ce métier dans le monde, on voudrait faire de vous notre centre de compétences mondiales dans ce domaine-là. Est-ce que ça vous intéresse? Alors on a refusé, comme on refuse toujours un peu au début dans ces situations-là, et puis c'était un moment où la compétition était difficile en France, avec la Poste française qui avait des comportements pas toujours vertueux, à tel point que l'État français les avait assignés dans l'autorité de la concurrence, d'où même on avait assigné derrière, on avait gagné en première instance, mais avec des comportements effectivement contraires à la concurrence. Et donc quand UPS nous a proposé de nous épauler avec quelques B-52, on a accepté, on est devenu américain. En 2012, on est devenu le centre de compétences mondiales. Et là, je les ai aidés pendant 18 mois à déployer des pays où on n'était pas présent, l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada. Et puis j'ai retrouvé ma liberté début 2013. Alors sans présager de l'avenir, hein, pour l'instant, on en parle juste après, mais là j'ai la dernière question. Monsieur Denis Père, est-ce qu'on est entrepreneur? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut le devenir grâce à un environnement propice, un environnement familial comme le mien, hein, où on vous dit tout petit, c'est bien de devenir entrepreneur, de devenir un patron, tu ne seras pas un salaud, c'est bien, tu vas contribuer au pays, à créer des emplois, à innover, à prospérer et à faire prospérer le pays. Donc je pense que l'environnement y contribue beaucoup, l'environnement bien sûr aussi politique peut y contribuer, les lois, hein, les textes de loi, tout ça est très important. Mais je pense qu'il faut au fond de soi quand même le goût du défi,
le goût du risque, et que ça ne s'invente pas, effectivement. Ouais. Quelle mouche vous a piqué? Je dis ça parce que vous créez des entreprises, vous créez des emplois, vous en pérennisez, vous aidez, on a parlé de croissance plus, on a vu tout ça, vous avez toujours des idées derrière, vous revendez des entreprises, mais en même temps, c'est toujours cette idée d'entreprise, d'entrepreneuriat. Et donc, moi, je vous vois comme un créateur d'entreprise, je vous vois comme un entrepreneur. Et là, on se retrouve en 2013 avec nous, citoyens, avec la création d'un parti politique dont vous êtes en 2013 le créateur, le fondateur, le président. Maintenant, vous avez passé la main à Jean-Marie Cavada, vous êtes le vice-président. Mais on peut passer de chef d'entreprise à homme politique, parce qu'on vous voit un peu plus maintenant sur les plateaux de télévision, vous avez une vie un peu plus présente dans les médias, et c'est plus du tout la même chose, on calcule moins de hors-taxe, on calcule moins de marge. Qu'est-ce qui vous a pris? Justement, enfin, c'est pas mal d'avoir des gens qui connaissent ces sujets-là en politique, c'était l'idée de départ, c'est l'idée de départ. En fait, ce qui m'a pris, c'est très simple, c'est qu'en 2013, je venais de vendre Kiala UPS, donc la presse avait un peu reparlé de ce que j'avais fait en tant qu'entrepreneur, donc j'ai été invité devant des cercles assez variés, à la fois d'entrepreneurs, mais pas seulement, d'étudiants, de femmes au foyer, devant les Lyonnais de Paris, par exemple, une fois. Et j'allais parler d'innovation et d'entrepreneuriat, c'était pour ça qu'on m'invitait. Et en fait, je n'arrivais pas à en parler. Comme j'avais fondé Croissance Plus aussi, participé au mouvement des pigeons, les gens, en fait, étaient plus intéressés de savoir ce que je pensais de la situation du pays. Et j'avais en face de moi des gens complètement désemparés. Des gens qui me disaient, mais monsieur Père, mais qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? On vote pour qui? Moi, la prochaine fois, c'est sûr, je vais voter Front National parce que les autres, je n'y crois plus. Alors, je disais à cette personne, écoutez, faites pas ça, essayez de trouver autre chose. Et je fais quoi? Je dis, oui, effectivement, je fais quoi? Une fois, une dame, une lyonnaise de Paris, me dit, Monsieur Père, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Il se trouve que j'ai 4 enfants, effectivement, que ça a toujours été une priorité pour moi de m'en occuper, effectivement, vous l'avez rappelé. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Alors, je dis, écoutez, je sais pas, moi, je suis pas venu vous parler de ça, mais je suis venu vous parler d'innovation, d'engagement. En l'occurrence, le thème, c'était l'engagement dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Et j'étais amené à parler de ça. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? J'ai fait une réponse, une pirouette d'entrepreneur optimiste. J'ai dit, écoutez, on va bien s'en sortir, on est un peuple intelligent, on va bien trouver la sortie par le haut. Et puis en rentrant chez moi, je me suis dit, mais c'est quoi, vous faites la sortie par le haut? Et la sortie par le haut, c'était d'essayer d'apporter une réponse à travers un mouvement, effectivement, citoyen, un appel au réveil citoyen, pour interpeller les politiques et leur dire, écoutez, voilà, c'est plus acceptable de passer à côté des vrais sujets, de ne pas permettre à notre pays de se réformer et d'entrer dans le 21e siècle, de le condamner au chômage de masse, au surendettement, à la surfiscalité. Donc c'était un appel au réveil citoyen, c'est toujours un appel au réveil citoyen pour essayer de reprendre notre destin en main, pour faire en sorte qu'à la prochaine présidentielle, parce que ça aussi c'était une immense frustration, on nous parle des vrais sujets. Une autre source de frustration qui m'a amené à prendre cette initiative, c'est qu'en 2012, je croyais naïvement qu'on allait nous parler des vrais sujets, parce que la dette de la France venait d'être dégradée, le taux de chômage était à des niveaux élevés, et malheureusement on ne nous en parlait pas. On nous parlait de coût du permis de conduire, qui est un vrai sujet, mais qui n'est pas quand même un sujet majeur, de viande halal, mais on ne parlait pas de dépenses publiques, de gestion de l'État, de une façon sérieuse de créer des emplois. Quand on est chef d'entreprise, on sait comment on peut créer des millions d'emplois. On sait ce qui nous empêche de créer des millions d'emplois. Les sociétés que j'ai dirigées ont été actives dans très nombreux pays. Business Object s'est lancé dans 50 pays. Voilà, je sais les pays où on a envie de créer des emplois, ceux où on n'a pas envie. En Suisse, juste à côté d'ici, j'en parlais tout à l'heure à des francs-comtois. En Suisse, on a envie de créer des emplois et comme par hasard, la Suisse est au plein emploi. 2,5% de chômage. Le chômage des jeunes à 6% quand on est à 25%. Le salaire médian, c'est-à-dire la moitié des gens qui gagnent plus, l'autre moitié qui gagnent en dessous, 5 000 € par mois quand on est à 1 700 € par mois. Et ça, c'est avant l'augmentation très forte du franc suisse récemment. Donc on voit bien qu'il y a des modèles qui marchent. Il suffit de faire quelques dizaines de kilomètres, même ici, pour voir des modèles qui marchent parfaitement. Une dépense publique est à 32% du PIB quand on est à 57%, ce qui explique une bonne partie du problème. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, reprenons notre destin en main. Faisons le travail que ne font pas les partis politiques traditionnels, de parler des vrais sujets et de proposer des solutions à ces sujets. Donc on a une démarche programmatique très, très intense sur tout un tas de sujets, l'éducation, l'emploi, la gestion de la dépense publique, dans une démarche totalement non partisane, en cherchant à réconcilier finalement deux choses importantes, la solidarité et la prospérité, en cherchant à marcher sur deux jambes, une vraie solidarité qui s'occupe de ceux qui sont les plus vulnérables, pas la pseudo-solidarité avec des gens qui partent à la retraite à 50 ans à peine révolus, comme Anne Hidalgo ou Alain Juppé, il y en a pour les deux côtés, rassurez-vous. Et puis une prospérité
une prospérité, une vraie prospérité, pour pouvoir financer des politiques de solidarité ambitieuses. Et une prospérité, c'est qu'on atteint en encourageant toutes les formes d'initiatives entrepreneuriales, plutôt que de trop souvent, comme c'est le cas aujourd'hui, les stigmatiser, les entraver, avec des réglementations dans tous les sens, une fiscalité excessive, etc. Donc voilà ce qu'on cherche à faire de façon très modeste. Ça a réuni très vite beaucoup de gens, 12 000 personnes. Ça a fait un très beau score aux élections européennes, et maintenant ça continue sous la houlette de Jean-Marie Cavada, qui est quelqu'un de plus connu que moi, donc qui permet de faire prospérer le mouvement, de lui donner plus de visibilité. Revenons à notre idée d'entrepreneur, puisque c'était le sujet de cette première partie. Quelle différence y a-t-il entre l'entreprise et la politique ? Quand on démarre un parti politique, il n'y en a pas tant que ça. C'est une start-up, c'est une start-up politique. Donc il y a des problèmes de stratégie, de marketing, de management opérationnel, financier. Enfin, on retrouve tout à fait les mêmes défis. Donc non, et j'ai utilisé tout ce que je savais faire de ce point de vue-là pour aller vite, effectivement, et impacter rapidement. Donc non, il y a très peu de différence. Et le fait de venir de l'entreprise et du privé nous donne évidemment un regard très 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 différencié sur ce qui se passe. C'est vrai que la plupart de nos dirigeants politiques sont soit des politiques de carrière, entre guillemets, donc des gens qui ont fait le choix de ne faire que ça, ce qui est un petit peu dommage, parce que quand on ne fait que ça, on est dans une logique où on va chercher à être élu à tout prix, parce que c'est indispensable. Ça devient un enjeu essentiel en termes simplement de job, de statut social, d'être élu, donc on ne va pas prendre de risques. Ou alors, trop souvent, on vient du public. Alors c'est très bien sûr, que des fonctionnaires s'engagent en politique, c'est même essentiel qu'ils puissent être représentés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont surreprésentés en politique, parce qu'ils ont un privilège d'accès à la vie politique. Quand on est fonctionnaire élu puis battu, on retrouve son job avec l'ancienneté. Quand on vient du privé, on n'a que Pôle emploi et ses yeux pour pleurer. Donc on a 55% de fonctionnaires à l'Assemblée, alors qu'ils ne représentent que 20% de la population active. Donc ça donne des gens qui ont à prendre des décisions avec un impact économique fort, mais qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Donc il y a des décalages très forts qui se créent. Et le fait, beaucoup d'entre nous, au sein de nous citoyens, de venir de l'entreprise, fait qu'on a une approche qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concrète, beaucoup plus crédible sur les sujets d'emploi particulièrement, les sujets de gestion aussi même de l'État, parce que même si l'État ne doit pas être géré comme une entreprise, il y a des problématiques de gestion des ressources humaines, par exemple, qui peuvent être résolues avec une démarche inspirée du secteur privé. Dernière question, pendant le cocktail, vous restez avec nous ? Bien sûr. Alors ça, comme ça, différentes personnes pourront venir vous parler. Nous, on va vous retrouver tout à l'heure pour le défi d'entrepreneur à venir, puisqu'on vous retrouvera dans la table ronde, la deuxième table ronde tout à l'heure. Et puis, juste une petite question comme ça, mais de façon personnelle, si vous aviez un ministère, ce serait lequel ? J'en sais rien. Alors moi, je vais vous dire, je n'ai aucune ambition dans cette démarche. Ça vous étonnera peut-être. Ça étonne beaucoup d'ailleurs quand je réponds ça. Moi, j'ai vraiment fait ça parce que voilà, je pouvoir regarder mes enfants droit dans les yeux dans quelques années en leur disant voilà, à un moment compliqué, j'ai essayé de faire quelque chose pour pas vous laisser un chandouine économique, une montagne de dettes et un pays dirigé peut-être un jour par des populistes. Merci, Monsieur Denis Père. À l'instant, notre invité témoin. À tout à l'heure.